Donc, chers amis, le centre de l'Hormèse. Donc, je vais pas vous assommer comme je le fais généralement dans mes conférences. Ma chérie, elle m'a dit, fais simple. Arrête, fais simple. Donc, on va faire simple. J'essaye. Il y aura un moment technique. Franchement, il ne faudra pas s'accrocher longtemps. 5 minutes. Mais le but du jeu, aujourd'hui, c'est de vous présenter la philosophie sous-jacente au centre de l'Hormèse qui propose une nouvelle voie. Une nouvelle voie pour ce qu'on appelle de nos jours le soin et la performance, que j'aime formuler comme ça, le centre de l'Hormèse, pour dépasser certains concepts que je trouve assez vieillissants ou qui demandent juste à être réactualisés, comme ceux de la santé, de la maladie, du bien-être également, et même pour le plus technique de l'homéostasie. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, tranquillement. Et s'il y a une moindre question, incompréhension, vous levez la main et on interagit, ok? J'ai dit ok? Okay. Oui? Ah, d'accord. J'espère que vous êtes encore là. Marc Aurèle est là, avec ma tronche. Bon. Pourquoi Marc Aurèle? Chaque rentrée, chaque promotion du centre de l'Hormèse a un emblème, un personnage qui représente une philosophie, une démarche. Et celle du stoïcisme est très forte dans le centre de l'Hormèse. Une philosophie qui invite à l'éthique, qui invite au passage à l'acte, à incarner ce que l'on prêche. Donc Marc Aurèle, c'est celui qui nous accompagne dans le dos des t-shirts des élèves aujourd'hui et qui va perdurer pour aussi la promotion qui va connaître une rentrée en janvier 2026. Ce que j'invite tous les élèves à embrasser quand ils se forment au centre de l'Hormèse, c'est pas de se former à la naturopathie, aux techniques de bien-être, à apprendre des nouvelles méthodes, ou encore moins à acquérir seulement du savoir. C'est de transformer tout ça dans un entrepreneuriat, c'est-à-dire une démarche professionnelle à 360 degrés, globale, holistique. Et ce terme-là, je vais essayer de le définir parce que peu de personnes, peu de centres, peu d'écoles osent le mettre en avant de nos jours, ou s'ils le font, c'est sous couvert d'un ésotérisme un peu, voilà, comme la météo d'aujourd'hui à Paris, un peu brumeux. On ne comprend pas trop, c'est nébuleux. Bon, on va essayer de défricher un petit peu tout ça et de vous montrer que, en fait, le but de cette formation, c'est de donner un maximum d'arguments concrets pour expliquer la beauté de nous retrouver ensemble aujourd'hui. Hein, cette sensation-là de se prendre dans les bras et de se voir, qui est irremplaçable. Tant qu'on continuera à couper ça, ce lien qui nous unit, on continuera de vivre dans la peur de l'intelligence artificielle ou de certains outils. On n'a pas à en avoir peur, parce que ça, c'est irremplaçable. Et c'est ce qui nous nourrit, premièrement. Vraiment, en premier. Mais c'est beau de le dire, c'est très poétique, waouh, c'est beau, ouais, je suis d'accord, tout le monde est d'accord. Mais comment on peut l'expliquer? Parce qu'il y a des gens, au fil de l'histoire, qui ont essayé de l'expliquer, tout ça. Et c'est important de le comprendre et de les étudier, ces gens-là. Donc, embrasser un entrepreneuriat qui est complet pour être un père. D'abord, hein, à côté de l'étoile, il y a d'abord écrit père. Un chercheur, un auteur, un thérapeute, un conférencier. En fait, je m'en fiche. Je vais vous parler de Féroce aujourd'hui, une entreprise dans laquelle je suis à la gérance, qui vend en gros de la viande. On s'en fout en fait. Je ne vous forme pas à devenir thérapeute forcément. Je vous forme à changer votre vision du monde. Bref, ça donne ce genre de rassemblement-là, qui est à l'image de celui d'aujourd'hui. Et la première question que je veux mettre en avant, parce qu'on parle du centre de l'Hormèse, on parle d'un centre de formation, c'est pourquoi se former. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez seulement, vous décidez de venir à Paris pour passer un week-end, parce qu'il y a les portes ouvertes d'un certain centre de formation. Bon, vous venez à Paris. Vous n'êtes pas parisien. Et vous demandez à un ami qui est parisien, tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait me prêter son appart, parce que là, j'ai pas les thunes pour 200 € l'hôtel, non c'est bon, je ne connais pas quelqu'un. Et en fait, il a un ami, il s'appelle Miguel. Et Miguel, il habite dans le 11e, il te prête son appart, mais vous ne connaissez pas Miguel. Okay. Donc vous arrivez vendredi soir, après une SNCF qui vous met 3 heures en retard, à 11h, à 23h, dans Paris, vous trouvez l'appartement. Miguel, il a laissé des clés sous le paillasson. Prenez les clés, vous ouvrez la porte, et là, vous rentrez dans un appartement, c'est pas chez vous. Il fait noir. Et dans le fond de la pièce, vous voyez juste une lumière à travers un rideau. Alors là, vous commencez à vous faire des films. Vous dites, il y a quelqu'un? Évidemment, il n'y a personne. C'est vous qui venez d'ouvrir avec la clé. Mais par la peur, par l'ignorance de ce qu'il y a, vous avez peur, vous faites des choses irraisonnées.
quand on est ignorant, et pour moi l'ignorance c'est la plus grande des épidémies. Vous savez, on parle d'épidémie de nos jours. L'ignorance c'est la plus grande des épidémies. Pourquoi se former? Pas pour avoir la vérité. Personne, aucun centre de formation, et certainement pas le centre de l'Hormèse, prétend avoir la vérité. C'est pour agir sans peur. Parce que quand on agit sans peur, on fait diminuer notre ignorance sur le monde en ayant des outils de compréhension, qui ne sont jamais parfaits, mais c'est quand même des outils utiles. On se permet d'agir sans peur. Okay, on fait la lumière dans la pièce. Une fois qu'on a fait la lumière dans la pièce, on se rend compte, ah mais non, mais il n'y a personne derrière le rideau, je suis con. Okay, ça faisait un peu flipper, il n'y a personne dans la pièce, évidemment, il n'y a personne. Okay. Donc, pour le dire autrement, en fait, j'essayais de paraphraser le cher Richard Feynman qui disait « L'ignorance est plus coûteuse que l'éducation », c'est ça que ça veut dire. Les gens de nos jours, je ne veux pas être péjoratif quand je dis « les gens », tout le monde. Hein. À l'école, ce n'est pas enseigné la physiologie, l'anatomie, le corps humain, la nutrition. Tout ça, ce n'est pas enseigné, la respiration. Donc ça rend les gens ignorants. On les laisse dans l'ignorance de choses fondamentales. Et donc dans l'ignorance, on agit par peur. On fait des choix irraisonnés. Le moteur des choix, ça devient la peur. Pas bon. Pas bon, et c'est ce qu'on voit de nos jours. Donc le but du centre, c'est vraiment de se dire, ok, objectivement, voilà comment on a su ce que l'on sait. Dans toutes les sciences du vivant. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais incarner ça, je vais vous inviter à le faire d'une manière éthique. Par le stoïcisme, par toute autre chose, mais c'est important cette phrase pour moi de Richard Feynman. Voilà pourquoi il y a une quinzaine de matières au centre de l'Hormèse. Ça va de la physiologie, en passant par la préparation physique, la nutrition, l'entrepreneuriat, qui est une matière qu'on est en train de mettre en place avec David Nicolas, donc, le fondateur et le gérant de l'entreprise Phéros, la neuromotricité, la préparation mentale, les neurosciences et la philosophie, parce que tout ça, en fait, peu importe que vous soyez entrepreneur, thérapeute, coach, boulanger, vous avez à dealer avec de l'humain. Il n'y a rien de plus complexe. Et si vous ne savez pas, en fait, si vous êtes vraiment ignorant sur beaucoup de plans, et je suis ignorant sur plein de plans, mais j'essaye de réduire cette ignorance-là, vous allez être tout le temps dans la situation de rentrer dans une pièce où il y a un rideau au fond qui fait peur, dans le noir. Voilà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre un peu de lumière, sans prétendre que c'est la lumière, mais c'est juste un peu de lumière. Ça fait sens? Oui. Bon. Pour reparaphraser, il vaut mieux apprendre qu'avoir peur. Un mauvais plan est préférable que l'absence de plan. C'est un truc dans le dev perso qu'on répète souvent ça, mais oui, ayez un plan. Mais un plan nutritionnel, un plan d'entraînement, mais ayez quelque chose, parce que si vous faites comme ça au tout venant, ça ne marchera pas. Il n'y a aucun échec, il y a seulement de l'apprentissage. Et ça, c'est le mien, que j'aime bien, c'est que tout conseil qui suscite la peur et qui comporte un chiffre ne devrait jamais être écouté. En gros, les analyses sanguines. Ah là là, mon taux de cholestérol, il est là, etc. Tu devrais faire ci parce que tu as un cholestérol comme ça. Ça fait peur. Et c'est chiffré, n'écoutez pas. Parce que la peur, ça vous replace dans la pièce qui fait sombre. Et le chiffre, la mesure, le quantifiable, c'est jamais à l'image du vivant, qui est appréciable surtout en termes de qualité. Okay. Donc, ce message, comme je vous l'ai dit, un peu plus profond, philosophique, même éthique, du centre de l'Hormèse, il peut s'incarner partout, peu importe votre trajectoire. Certes, en forme surtout dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le fait de devenir thérapeute. Pas débrancher le micro. Le fait de devenir thérapeute. Mais si vous voulez créer une entreprise comme celle de Phéros, si vous voulez créer comme David un lieu, un centre de l'Hormèse, si vous voulez lancer un produit, on a aussi un élève qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant des bains froids. Il a sa marque maintenant d'objets de bains froids. Bon, il ne devient pas du tout thérapeute, il a créé des bains froids. Peu importe, c'est de reprendre le slogan de Simon Sinek avec le pourquoi au centre. Pourquoi vous faites les choses, votre mission. Parce que c'est à cette mission-là que vont se rattacher les gens. Je prends l'image souvent d'Apple, qui a véritablement un pourquoi très fort, qui est de remettre en cause le statu quo, les conventions, faire des choses. Voilà. Et après, le what, le quoi, le fait de vendre des ordinateurs arrive très tard dans l'histoire. Le pourquoi est beaucoup plus important, la mission. Eh bien, sans grande prétention, le centre de l'Hormèse, c'est révolutionner la santé, clairement. C'est de redéfinir ces termes-là, santé, maladie, comme je vous l'ai dit, vie, mort. Des choses qui placent toujours dans la peur de... on recule par rapport à la douleur, par rapport aux symptômes, par rapport à tout ça, et on essaye d'effacer la difficulté.
et de mettre en avant le confort, etc. Donc tout ça, c'est des choses que, dans notre cursus, qui prend environ 18 mois, on essaye régulièrement d'éteindre. Ces petits feux qui s'allument, ou plutôt cette pénombre qui s'installe dans la pièce. Mais féroce, c'est révolutionner la nutrition. Les gens, quand ils achètent de la viande féroce, ils se connectent à cette mission-là. Ils disent, oui, d'accord, toute la chaîne de valeur, de l'éleveur à l'animal, au consommateur, tout est vertueux, tout est circulaire. Ok, je préfère ça, j'adhère au message, plutôt que j'achète de la viande parce que j'aime la viande. Non, c'est plus profond que ça. Et parce que c'est plus profond, c'est beaucoup plus antifragile, hormétique, qui, quand il va y avoir un problème, va se renforcer. Et j'utilise l'actualité qui est terrible, hein, mais je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé auprès des éleveurs et des vaches qui ont été abattues, etc., par rapport à la dermatose. Mais c'est ça, c'est-à-dire, il y a un tsunami qui arrive dans le domaine qui aurait pu nous toucher négativement si on était juste une marque de viande. Les gens, ils font plus confiance à la viande, ben oui, il y a une dermatose, il y a une maladie. Non, parce qu'on a une démarche éthique et à 360 degrés, etc., ça nous renforce, parce que nous, on est justement promoteurs. Nos élevages sont des vaches qui sont en plein air, qui broutent de l'herbe, qui ne sont pas entassées les unes sur les autres, qui n'ont aucun vaccin, etc. Donc il n'y a pas de dermatose chez nous. En fait, les gros tsunamis et les vagues, nous, ça nous renforce. Si et seulement si vous avez une démarche que je viens de décrire, plus profonde. Moi, quand j'écris des livres, je me dis je vais révolutionner le monde du développement personnel. J'en ai écrit 4 l'année dernière, il y en aura 4 l'année prochaine. Mais que ce soit pour écrire sur les émotions, pour écrire à mon fils sur le stoïcisme, pour écrire sur la cuisine des abats. Les aphorismes anti-égarement, ils vont bientôt sortir. C'est en gros vraiment mettre des gros coups de pied dans la fourmilière du dev perso, que ça soit toujours sur un truc très passif. C'est ça aussi le moteur, qui doit non seulement donner une motivation intrinsèque, mais surtout qui va parler au cœur des gens. C'est ça auprès de quoi ils vont se rattacher. Okay. Donc comment on révolutionne la santé? On enlève tous les mots à gauche et on en remplace par les mots à droite. La guérison. Comme disait Pierre-Valentin Marchesso, personne n'a jamais guéri quiconque. Le terme de guérison, il se rattache à la maladie. Le terme de maladie, il se rattache à un rapport qu'on a aux symptômes qui est très particulier, très négatif. Hein, la douleur, le symptôme, généralement, on ne veut pas le voir, on veut l'éteindre. Comme ça, rédhibitoire. C'est assez tranché, c'est noir ou blanc. Bon, ben, la guérison, moi je préfère beaucoup plus le soin. Le soin, ça replace le lien humain au centre. On apporte du soin à quelqu'un, on ne le guérit pas. Vous vous rendez compte, quand même, la prétention de dire je vais te guérir quand on est un professionnel de santé. Ou la personne qui a connu voilà, une réduction d'un symptôme dit cette personne-là ou cette plante ou ce médicament m'a guéri. Mais c'est ton corps qui a fait le job. Je sais bien, ce n'est pas la personne qui t'a guéri. Le soin, par contre, c'est un concept qui me plaît beaucoup plus. C'est la relation qu'il y a entre vous et le médicament, entre vous et la plante, entre vous et le médecin, entre vous et le thérapeute. Le bien-être, pareil, c'est un mot qui m'insupporte. On n'est pas venu sur cette terre pour être dans un bain douillet toute la journée. On va s'emmerder, non? On veut vivre des aventures. On veut faire des trucs cool, non? Moi, je ne suis pas venu pour m'allonger sur le canapé toute la journée. Le bien-être, ça suffit. On veut une performance. La vie, c'est une performance constante de se maintenir en vie. Le vivant, c'est ça. C'est sans cesse en train d'aller vers de l'entropie, la dispersion. C'est une performance constante, la vie, selon le contexte. Vous êtes performant, rien que là, vous êtes performant, hein, parce qu'il en faut de la performance pour maintenir un organisme en place. C'est magnifique, cette performance-là. Il faut la célébrer. Il faut dire homéostasie, bien-être, les doigts dans l'herbe. Ok, d'accord. Bon. On peut dépasser ça. On peut clairement dépasser ça. Santé versus maladie, tout ça, il faut oublier. Cette dichotomie, opposition, santé et maladie, je vous propose véritablement de carrément l'oublier. On ne parle plus comme ça avec ces termes-là. Il y a le vivant, un être vivant, une relation, ok, si vous voulez. Mais tant qu'on aura des oppositions comme ça, on verra toujours est-ce que c'est le yin ou est-ce que c'est le yang. Ah, le yang, il est méchant, le yin, il est gentil. Je n'ai toujours pas compris le message du début qui dit que c'est un seul cercle. Opposer le confort, plutôt considérer le confort dans sa vie comme un objectif. La nouvelle maison, le chauffage,
les ascenseurs, l'escalator, c'est toujours des avancées techniques. Mais toujours les mêmes, hein, vous mettez des roulettes sous vos valises pour ne pas avoir les portées, mais au bout du compte, vraiment, est-ce que c'est mieux? Ben oui, ça nous fait moins d'efforts. Mais est-ce que c'est mieux? Ben peut-être pas en fait. Peut-être qu'on s'est trompé depuis longtemps dans la recherche du confort, tout le temps, tout azimut. Et tout ça, ben, ça mène à une déresponsabilisation. Clairement, les clés, pour reparler de la santé, on les donne à une molécule, une plante, une gélule, un médicament, un médecin, un thérapeute, un infirmier, infirmière, ce que vous voulez, un naturopathe, peu importe. Et dans les outils comportementaux qu'on propose au centre de l'Hormèse, qu'on met en avant plus que le reste, il y a ce terme de responsabilisation. C'est la personne qui va respirer. C'est la personne qui va faire son bain froid, qui va faire un travail introspectif, qui va écrire tous les matins, qui va avoir enfin une discussion importante qu'elle devait avoir avec son frère, sa mère, un membre de sa famille. C'est ça qui compte. C'est ça la vie. C'est pas les bains froids, hein. C'est qu'est-ce que vous en faites après derrière. C'est important de le rappeler. Donc la responsabilisation ou l'autonomie et l'éthique. La linéarité qui va donner place à la volatilité, ça on va l'expliquer. Et l'homéostasie par l'hormèse. L'hormèse, on va... Non, je ne vais pas l'expliquer. Un élève veut bien l'expliquer? En quelques mots? Hormèse? Oui. Je me lève parce que comme ça vous m'entendez. Parle fort. Alors, l'hormèse, c'est quand ton corps est exposé à un stress intense, c'est la réponse à ce stress intense, il est positif. C'est ça qu'on appelle l'hormèse, mais c'est vraiment le moment après le stress qu'on appelle l'hormèse. C'est pas le stress en soi, c'est pas le bain froid ou la respiration qu'on appelle l'hormèse. C'est vraiment, si la récupération est positive, on appelle ça de l'hormèse. Très bien, super, bravo. Ben oui, on l'applaudit, ben oui. Merci. Ça, cette prise de parole-là, on pourrait dire qu'elle est presque hormétique si ça l'améliore dans la prise de parole. Dans le cadre prise de parole, ce carcan qu'on pourrait créer, si tu étais devenu meilleur parce qu'un jour, Pierre Dufresne, il t'a demandé de prendre la parole devant 40 personnes et qu'avant tu étais timide, on peut dire que c'est hormétique. Vous voyez le principe. On expose, tu as dit un corps, mais en fait un corps, un esprit, un mental, une globalité, quoi, hein. Un individu a une forme de challenge, et s'il y a amélioration, vis-à-vis d'une trajectoire. Parce que peut-être qu'en te faisant ça, j'ai baissé d'autres facultés en toi. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On est toujours adapté à une trajectoire. Et donc c'est important de définir sa trajectoire. C'est pas on est adapté à l'environnement, on est adapté à la trajectoire qu'on se place. Donc si pour toi ça fait sens de devenir bon à prendre la parole, c'est positif. Et ça c'est très important aussi à prendre en compte parce que sinon, le bain froid, c'est de l'hormèse, c'est bon pour tout le monde. Non, il n'y a pas que ça, il y a des gens qui ne les intéresse pas de faire des bains froids. Donc merci beaucoup pour cette définition qui va complètement à l'encontre donc de l'homéostasie, qui dans son terme, le terme même d'homéostasie, on entend stase, c'est un arrêt, j'ai presque envie de dire, on voit une flaque qui ne bouge pas. Et ça c'est terrible. C'est l'image exacte de ce qu'on pourrait appeler la non-vie. Le vivant, ça bouge tout le temps, c'est une dynamique. Mais on va voir, on va essayer de déconstruire justement cette image donc, de l'homéostasie. Et remplacer la peur par le courage, ça nous renvoie avec notre rideau dans la pièce sombre. Donc, en gros, si on a remplacé les bons termes par les bons termes, la santé, on va parler de soins et de performance, comment en fait on révolutionne ce domaine du soin et de la performance? Notre relation à l'autre, notre relation à la vie. Donc j'ai écrit un petit manifeste, rapide. Je ne demande pas aux élèves de le retenir par cœur, mais j'ai écrit un petit manifeste que je vais vous lire. Tandis que certains vendent des hacks et autres raccourcis miracles, nous accompagnons sur le chemin le plus difficile, celui de la transformation, celui du vivant. L'entrepreneur certifié par le Centre de l'Hormèse est un éducateur et un mentor. Il maîtrise et propose tous les outils comportementaux qui permettent la véritable croissance personnelle. Donc là, il y a des termes qui sont importants, que j'ai mis en gras, qui vont complètement à l'encontre de généralement ce qui se passe dans le monde de la santé alternative, du développement personnel, etc., où on promet des raccourcis, où ce sera plus simple si vous venez chez nous, plus clair. Non, la voie, elle est difficile, mais c'est important que ce soit dur. Sinon, il n'y a pas de transformation. La transformation, le vivant et les outils comportementaux que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure. Ce qui revient à définir des termes clés comme ça, comme la prévention.
C'est là où on peut trouver des synergies avec tout ce qui est fait dans la médecine, dans les soins, dans tout ce qui est proposé par les ostéopathes, les kinés, tout ce qui encadre les personnes qui prétendent faire du soin. Un naturopathe, et ce que j'invite à embrasser comme aussi philosophie au centre de l'Hormèse, c'est quelqu'un qui connaît la prévention et qui sait comment la mettre en place chez quelqu'un. La pédagogie, l'éthique, l'inspiration et le renforcement. C'est vraiment, voilà, durant toute cette journée, vous pourrez dialoguer avec les élèves du centre pour vous dire à quel point on essaye d'incarner tout ça. Donc, holistique, Hormèse, entrepreneur, soins et performance, on va voir tout ça, ces termes-là, qui donnent naissance à des partenariats. Il y a une photo où Johan était là avec nous, 2 photos même, quand on était à Montpellier. Mais ça permet, justement, quand on embrasse non pas des méthodes ou des techniques, et qu'on incarne plus une éthique et une philosophie, de se connecter à des gens et de voir des projets entrepreneuriaux comme ça grandir. Donc de Thierry, en passant par Wim Hof, Idriss ou d'autres. Et cette pédagogie et devenir éducateur de santé, chez nous, ça se passe par de l'autonomie, où on travaille chez soi, à distance, du mentorat, qui est pour moi le plus important en fait dans le cursus d'un élève, c'est de se retrouver chaque semaine pour dialoguer en visioconférence, et embrasser l'entrepreneuriat par lequel vous êtes accompagné, idem, en visio, pour faire vos premières conférences, vos premiers stages, vos premières retraites, l'accompagnement de cas pratiques ou la création de votre entreprise. On accompagne aussi ce volet-là. Donc les termes que je vous ai proposés tout à l'heure, c'était ceux de holisme et d'hormèse. Et on va commencer d'abord par l'holistique, la globalité. J'ai posté une story avant-hier, je crois, où j'ai demandé justement à ceux qui me suivent sur Instagram, avec vos termes à vous, comment vous expliqueriez-vous l'holisme, la globalité, un truc qu'on entend tout le temps, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et d'où ça vient? Je vais essayer de vous l'expliquer, et je vais essayer aussi de vous expliquer pourquoi ça nous paraît si contradictoire avec ce qu'on voit tous les jours. Est-ce que quelqu'un connaît, voilà, c'est bien pixelisé, hein, une fois sur grand écran, est-ce que quelqu'un connaît ce tableau? Non? Bon, c'est pas la peine que je vous demande qui sont représentés sur cette peinture. Ici, vous avez Claude Bernard, le monsieur avec le tablier là. Claude Bernard, grand chirurgien médecin, qui a, lui, pour la première fois, établi certains termes et une certaine forme de vision, non seulement de la médecine, mais du vivant, en étudiant la physiologie et l'anatomie sur des cadavres. En fait, là, il y a un cadavre, et ils font de la dissection. Et pour étudier le vivant, il est parti du principe d'étudier des morts, sans se dire que ça allait être différent. Ouais, mais mon coco, quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est mort, on voit quand même qu'il y a une différence, non? Il y a un truc qui bouge, il y a un truc qui parle, il y a une dynamique, et il y en a un autre, c'est un macabé, qui ne bouge plus et qui est en train de pourrir. Donc on comprend bien que déjà on part sur des prémices qui sont, ok, un préjugé, enfin en tout cas c'est établi comme ça, certes, mais il va falloir faire gaffe aux conclusions qu'on va tirer. Et il y a un jeune là, ouais, il est plus ou moins jeune, qui est en train de prendre des notes. Et lui, c'est pas n'importe qui. On voit vraiment qu'il écoute tout. Il tend l'oreille, il prend des notes. Ça, c'est Louis Pasteur. Et Louis Pasteur, c'est sans doute l'une des figures les plus influentes du XXe siècle, qui va lancer notre regard du vivant, notre aussi opposition entre la maladie et la santé, justement en écoutant Claude Bernard. Claude Bernard, lui, les grands termes qu'il va utiliser, qu'il va estampiller, c'est milieu intérieur, milieu extérieur. C'est-à-dire, il y a l'intérieur du corps et il y a l'extérieur. Et l'homéostasie. C'est-à-dire, le corps, il essaye de se maintenir en tournant autour de certains équilibres physiologiques. Okay, le pH sanguin, la température du corps, il essaie de se maintenir. Ok, homéostasie et milieu intérieur, milieu extérieur. Il y a nous, intérieur du corps, et puis il y a l'extérieur. Et Pasteur, il va aller plus loin.
dans sa doctrine, il va carrément nous dire l'intérieur est nickel-chrome, si vous voulez, il y a une stérilité parfaite. Pas de bactéries, pas de virus. Et l'extérieur est le potentiel danger où il y a ces micro-organismes. L'autre est le danger, l'extérieur est le danger, l'intérieur est à préserver et à protéger. Donc déjà, ça nous met sur certains rails qui ne seront pas oubliés, qui ne sont toujours pas oubliés, qui sont toujours là. Il y a eu plein de belles découvertes, hein, plein de compréhensions physiologiques qu'il ne faut pas renier. Mais il y a une idéologie là-dessous qui peut être pervertie aussi. Parce que vous donnez un message au monde, quand vous prenez la parole, et je sais que même moi, mon message que je donne est parfois interprété par d'autres parce que repris, comme le téléphone arabe aussi, vous dites quelque chose et quand ça revient à vous, en fait, le message est complètement changé. Ben là, les rails qui sont posés et qui vont être utilisés après par la suite, il y a eu beaucoup de, entre guillemets, dérives. Et tous les dogmes ont des dérives, hein. Il faut juste les considérer. Donc on a milieu intérieur, milieu extérieur, homéostasie, qui vont, et stérilité du milieu intérieur, qui vont marquer très fortement le XXe siècle. Or, ce qui nous relie entre nous, c'est ce côté holistique. C'est ce petit lien-là avec le cœur. Ce qui sépare, ça va être de croire que, comme Claude Bernard, il suffit que je coupe en petits morceaux un être vivant pour comprendre l'être vivant. Comme si je pouvais expliquer le tout, la totalité, la globalité de l'être, en regardant ses parties. C'est ça ce qu'on appelle le réductionnisme. Et le matérialisme, c'est celui qui va nous dire tout est matière. Les choses de l'esprit, c'est juste des émanations de votre cerveau. On retombe toujours à la matière. Ok. Très fortement impacté le XXe siècle, le matérialisme et le réductionnisme. Est-ce qu'on peut en sortir ? La réponse, pour moi, ça va être justement l'holisme. Vers une nouvelle vision, justement, du vivant à 360 degrés. Un auteur qui le symbolise extrêmement bien, vous connaissez ça ? Oui. Sinat, tu connais à mon avis. Hayao Miyazaki, c'est pour moi l'auteur, réalisateur de films d'animation japonais qui représente le mieux ce qu'on appelle la spiritualité, la reliance, ce qui nous relie aux choses. Et c'est toujours la même trame, hein. C'est toujours la même trame dans ces films. Toujours un enfant qui part, comme ça, il quitte sa maison. Allez, au revoir, YOLO, je pars. Bon. Sauver le monde. Et les adultes, ils sont là, mais attends, tu vas pas sauver le monde, c'est trop dangereux là. Tu pars comme ça là. Et tous les adultes sont autour en train de le protéger. Ils jouent leur vie, hein. Ils connaissent même pas le gamin ou la petite fille. Ils jouent leur vie parce qu'ils savent que ce qui est à défendre, c'est ça. C'est plus important que tout le reste. L'innocence, l'absence de culpabilité. C'est ça, c'est la beauté qui nous relie. Cette relation au monde qui est pure, c'est bien plus important que tout le reste. Et donc, ils jouent leur vie, hein, pour défendre l'enfant. Je trouve que Miyazaki nous montre justement ce qui est à protéger. Et ça, c'est... qui est là, non ? Il n'y a personne. Si, il y a Rouliane, là. Là, il est beau, là, mon Rouliane. Ça, c'était à la fin d'un stage au centre de l'Hermès. On venait justement de faire une belle séance de sport qu'on reproduira en quelque sorte demain, au Jardin des Tuileries, et qui critique justement l'approche réductionniste. J'adore ce monsieur, vous connaissez ? Ouais, Andrew Huberman. J'adore celui-ci aussi, Peter Attia, grand monsieur, pédagogue hors pair. Médecin, Huberman, il est professeur donc de neurophysiologie à Stanford, grand monsieur, mais qui ont une approche réductionniste. C'est-à-dire que Huberman, vous lui demandez c'est quoi la motivation, il va parler des voies dopaminergiques. Il dit ok, d'accord. Mais c'est pas seulement des molécules de dopamine dans le cerveau, la motivation c'est aussi quelqu'un qui incarne. C'est aussi à une échelle plus grande. Hein, c'est pas que des neurones qui s'allument entre eux. Le réductionniste, il ne peut pas s'empêcher de vous dire, vous expliquer le tout par les parties. C'est comme si la Sagrada Familia de Gaudi, donc on voit la beauté, l'esthétisme, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Il y a plein de qualificatifs qui doivent nous venir là, dans la tête, tellement que c'est magnifique. C'est comme j'ai essayé de vous l'expliquer en grattant du sable sur un des murs, en prenant le sable dans ma main et dire regardez ça c'est la beauté et l'esthétisme. Mais non, c'est la Sagrada Familia. C'est une fois que tu mets tout ce sable ensemble dans des briques, que tu assembles le tout, que ça devient beau.
Hein? Vous comprenez l'image? C'est la même chose que Claude Bernard qui ouvre un corps espérant trouver la beauté de l'humain et la complexité du vivant dans un cadavre. Vous n'allez pas pouvoir prendre une pierre de la Sagrada Familia et expliquer à quel point c'est beau en prenant une pierre. Okay? Ça, c'est l'holisme. C'est que le lien invisible entre toutes les pierres donne la Sagrada Familia. Et un des peintres qui le symbolise très très bien, c'est Escher. Escher, vous voyez ce dessin, j'adore ce peintre, hein, pour moi c'est un génie. C'est difficile de mettre un arrêt sur image pour dire ce que c'est. Si vous arrêtez là, c'est quoi? C'est un dessin ou c'est un lézard? C'est un peu les deux. C'est toujours un peu les deux. C'est difficile de couper les liens et de dire la nature de cette chose, c'est ceci. Très compliqué. Ça, c'est l'holisme. C'est que le lien, il ne doit pas être rompu. Et que si vous rompez le lien, quelque part, vous coupez là, tchac, ah bah oui, bah je le savais, c'était un crocodile. Non, 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 l'instant d'avant, c'était pas un crocodile. Si tu as la dynamique complète, tu es incapable de donner une définition claire de ce que c'est. Donc, le but, c'est de refaire un travail d'historien par rapport à ce que l'on sait et de se servir des recherches en biologie et en physique pour comprendre cet holisme et l'hormèse, c'est-à-dire être rigoureux. Okay? Faire un travail d'épistémologie, faire un travail d'étude des sciences, parce qu'on sait plein de choses, on sait expliquer tout ça. Pour l'instant, c'est très poétique, mais rien que Claude Bernard, déjà, vous avez une trace maintenant historique de le réductionnisme, en tout cas en médecine, en sciences du vivant, a été très fortement impacté au XXe siècle à cause de ça. Ce symbole parle à certains élèves? Aïe, 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 la question. C'est un symbole qu'on utilise souvent pour symboliser les organismes qui répondent au principe d'auto-organisation, l'autopoïèse. Un cercle avec plusieurs flèches, comme si ce cercle-là jouait sur lui-même. Hein? Ça veut dire que un organisme et une unité aussi simple qu'une cellule se maintient, s'auto-organise elle-même, en piochant dans son environnement ses briques de base. Okay? Elle prend du glucose, elle prend des protéines, elle prend des choses, elle se fabrique de l'intérieur, elle fabrique sa propre membrane, elle se renouvelle, elle se régénère. Et vous, à votre échelle, vous êtes des organismes comme tels. Autopoïétique, autopoïèse, c'est un terme qui est maintenant bien assis en biologie, qui a été créé par Francisco Varela, et qui symbolise ce vivant, qui sans cesse est en interaction avec son environnement pour se maintenir. Okay? L'unité fondamentale qu'on utilise généralement, c'est cette cellule, et quand on le fait sous forme de schéma, on fait ce petit rond. Ok, d'accord. Mais comment on passe de ça à ça? C'était ça la question. Comment on passe d'un truc tout simple, une unité de base, à un être vivant, humain? C'est hyper complexe, des milliards de cellules qui interagissent entre eux, via les organes, les glandes, le système endocrinien, le système nerveux. Comment on gagne en complexité? Eh bien, l'une des trouvailles, justement, en biologie à la fin du XXe siècle, ça a été de comprendre que l'organisme qui est là, qui peut être une cellule, mais j'aurais pu mettre ma tronche encore, interagit constamment avec son environnement en échangeant de la matière et de l'énergie. Ça, concrètement, Claude Bernard, devant son cadavre ouvert, vous ne pouvez pas lui dire ça. Lui, il veut chercher la compréhension du vivant en regardant des tissus morts. Et là, déjà, il y a un élément en plus, c'est l'environnement et les échanges constants de matière et d'énergie avec cet environnement. Nous ne pouvons qu'être qu'en échange constant avec notre environnement. C'est comme ça qu'on se fabrique de l'intérieur. Ok, déjà, on a une vue différente de ce qui nous entoure, de l'autre, plutôt de dire que le milieu est stérile et qu'on risque de connaître une maladie si on s'en approche. Et les structures donc autopoïétiques, je vous ai dit, il y a un passage qui est un peu compliqué, c'est maintenant. Un système autopoïétique est organisé comme un réseau de processus de production de composants qui régénèrent continuellement par leur transformation et leurs interactions le réseau qui les a produits et qui constitue le système en tant qu'unité concrète dans l'espace où il existe
en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. Bon, on va reprendre tout doucement. Notre petite cellule, elle interagit constamment avec l'environnement, mais elle détermine aussi l'environnement. C'est-à-dire c'est elle aussi qui donne des choses à l'environnement. Grosso modo, l'exemple que je prends tout le temps, c'est si la jungle du Bengale, vous enlevez de la jungle du Bengale le tigre du Bengale, c'est plus trop la jungle du Bengale, parce qu'il manque le tigre. La jungle du Bengale, il y a tout l'écosystème à l'intérieur. Si vous déstabilisez un système, vous déstabilisez aussi en retirant un composant. Si j'enlève une pierre à la Sagrada Familia, c'est plus trop la Sagrada Familia, c'est la Sagrada Familia moins une pierre. C'est important que le système, vous aussi, vous co-déterminez l'environnement qui vous entoure. Okay. L'autopoïèse, c'est ça. C'est pas seulement l'unité, la cellule, c'est aussi comment elle aussi, elle détermine le réseau qu'il a créé. Complètement circulaire. Eh bien, il y a plein de gens qui sont intéressés à ça et qui ont utilisé la physique pour venir, enrichir les sciences du vivant. Okay, la physique, par exemple, généralement, de nos jours, discute que très peu avec la biologie, très peu avec la chimie. Pourtant, on se sert des outils en physique pour étudier la biologie et les sciences du vivant. Ben lui, c'est Norbert Wiener, grand père fondateur avec HB de la cybernétique, qui a été très fort, un courant très fort durant le XXe siècle. Et c'est grâce à eux qu'on a les termes de network, réseau, système. Quand on dit c'est un système, c'est grâce à ces gens-là. Feedback, rétrocontrôle. C'est des termes qui venaient au départ des télécommunications. C'est-à-dire, on envoie du morse, on envoie des téléphones, on envoie une information, on veut créer des robots, des automates, on veut faire un guidage, c'était pendant la guerre, hein, un guidage de missiles. Mais il faut que le missile, quand il est en vol, si on veut changer sa trajectoire, ou s'il rencontre un obstacle, ou s'il y a besoin de trucs, il faut qu'il renvoie un signal à la source, que la source lui renvoie quelque chose, et on crée du rétrocontrôle. Et de nos jours, les robots chez n'importe quelle entreprise cybernétique, Boston Dynamics ou quoi, c'est ça en fait. C'est le robot marche, il tape dans la table, il a un message de l'environnement qui lui dit « ça c'est une table, il ne faut pas avancer par là ». Il intègre, il change de direction. Okay, en fait ça, ce que les cybernéticiens nous ont permis de comprendre, de l'émetteur au récepteur avec un rétrofeedback ici, ça a été de nous permettre de comprendre l'hypothalamus, comment fonctionnent certaines parties de notre cerveau, qui sont comme des régisseurs. Voilà. Si je crie trop fort dans le micro, le régisseur va baisser le son là-bas. C'est ça en fait. C'est qu'il y a constamment une autorégulation de l'intérieur, vis-à-vis aussi de l'environnement, et qu'on a les échanges nerveux, hormonaux, depuis les émetteurs aux capteurs sensoriels. Capteur sensoriel, c'est par exemple vos systèmes vestibulaires, l'équilibre. Si je sens que je tombe, je vais me rattraper et je vais m'asseoir. Ça, c'est un message qui vient de l'extérieur et de l'intérieur, qui est une interaction qui me permet de me contrôler et de me réguler. Okay, mais c'est grâce à des gens qui ne regardaient pas du tout la matière vivante qu'on a pu intégrer ça. Or, qu'est-ce qui se passe de nos jours, surtout dans le monde alternatif, hein, encore en médecine, on a des années d'études. C'est qu'on utilise les termes comme système, rétrofeedback, rétrocontrôle, etc., sans les maîtriser du tout. Là, il y a un terme là, qui est très important, c'est le terme de bruit. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur, moi, qui envoie par exemple dans la voix du micro un son. S'il y avait du bruit, des interférences entre ma voix et vos oreilles, les mots que je prononce, vous ne les entendriez pas trop. Okay, ceux qui ont commencé à étudier ça se sont dit, ça c'est du bruit, ça diminue l'information. Okay. Ce qui est fort, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le vivant, en fait, ce bruit, il est constitutif. Les fluctuations imprévisibles de l'environnement perturbent les communications et que nous, on est antifragile, hermétique, on est capable de s'organiser, de croître parce qu'on a une structure qui permet d'intégrer le bruit. Okay. C'est la fin de la partie difficile. Restez éveillés. C'est la fin de la partie difficile. Pour vous dire que l'environnement est nécessairement imprévisible. Que la linéarité, le fait de prévoir ce qui va se passer à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de la journée, votre planning, votre Google Agenda, tout ça là, dans la nature, ça n'existait pas. Et heureusement, parce que si ça existait, on ne serait pas là.
C'est parce que l'environnement est imprévisible qu'on est là. Atlan, ça a été un des médecins, biologiste, c'était un génie, hein, il touchait à tout, qui a intégré la théorie de l'information et de la cybernétique pour expliquer dans les sciences du vivant. C'est des gens qui font les ponts entre les domaines, qui font grandir les domaines. Et lui, il a dit, vous savez le truc que vous appelez le bruit là, qui vous gêne dans la communication d'un émetteur et un récepteur. En fait, dans le vivant, c'est important. C'est tellement important que pour lui, l'information, c'est ce qui, dans le flux de signaux, y compris le bruit, peut être intégré par un système auto-organisé pour transformer son organisation. Et c'est là que l'est la signification, le sens. Je vais essayer de prendre d'autres exemples. Bon, il reprend la théorie de Shannon et il dit que le bruit, le truc imprévisible et qu'on ne veut pas généralement, et qui parasite d'habituellement le message, en fait, ce n'est pas du tout un parasite, c'est le moteur de l'auto-organisation du vivant. Le moteur, côté imprévisible. Que si là, tout d'un coup, je vous jette dans un bain froid, il va falloir comment dire, pas se sortir les doigts. Il va falloir s'adapter au delta, à la différence de température. Donc le bruit à un niveau devient information à un autre, et la signification n'est plus dans le message lui-même, c'est dans la manière dont un système s'organise pour intégrer ce bruit. En gros, lui, le petit bébé, je reviendrai après parce que je suis passé vite. La première fois qu'il sort de sa maman pour prendre une bouffée d'air, l'information est totale parce que nouvelle et imprévisible. Donc tous les poumons vont se mettre en place. Alors que la deuxième respiration sera beaucoup moins porteuse d'informations, beaucoup plus prévisible, la troisième, la quatrième, et puis après c'est parti. Okay. Quand les choses sont nouvelles et imprévisibles, c'est là où le système doit s'organiser de l'intérieur pour répondre à cette imprévisibilité. Mais si je vous préviens à l'avance, on va faire un bain froid, déjà j'ai trahi le message, parce que je vous ai prévenu. Votre corps et votre esprit est déjà en train de se préparer. Quand je vous spoil la fin d'un film, c'est mortel. Les gens iront dans un enfer différent pour ça. Il ne faut pas spoiler les fins des films. Je vous spoil la fin d'un film, mais c'est fichu. Et la vie, c'est ça. Donc les gens qui vous promettent les spoils, la linéarité, écoutez les vidéos en x2, ils vous enlèvent la vie, en fait, sans vous en rendre compte. Donc, c'est pas pour vous dire que tous les outils qu'on est en train de développer maintenant, l'intelligence artificielle, etc., il faut les fuir, mais il faut être très précautionneux par rapport à ce qu'ils nous volent. Okay. Donc, en gros, si je reprends ma petite schéma de cellule, là, ce que je vais rajouter là, c'est que l'environnement, il est imprévisible. Que notre petite cellule, elle ne sait jamais la fluctuation de ces petites vagues. Et ça, c'est très important. Et à notre échelle aussi, c'est très important. Que Taleb pourrait le dire par l'imprévisibilité du monde, c'est le hasard sauvage qui nous fait grandir. Et que attention à ne pas trop détruire l'imprévisibilité. Notre intelligence, elle vient du fait, non pas de l'absence de contraintes, mais du processus de réduire les contraintes. En gros, un matheux, il devient bon en maths en résolvant plein de problèmes de maths. Ce n'est pas une fois qu'il les a résolus qu'il gagne en intelligence, c'est dans le processus de les résoudre. Et on devrait symboliser ça aussi par une opposition entre un bébé qui échantillonne le monde, j'ai mis une paire de dés parce que ça symbolise le hasard, et que le bébé, il a tout à apprendre, qui touche tout. Le verre, ça fait du bruit, ça fait ça fait chaud, ça fait froid. Il échantillonne le monde sans arrêt. C'est à l'image de ce que je viens de vous montrer, principe d'autopoïèse, versus les escalators, la linéarité, l'absence d'effort, voilà, le monde actuel. Okay. Bon, vous avez bien l'image de la petite cellule qui tourne sur elle-même avec les flèches. Mais comment on arrive à l'organisme vivant? Comment ça gagne en complexité au fil du temps? Comment on arrive à des animaux, des structures aussi complexes que des arbres dans la vie? C'est grâce à notre soleil. Tout simplement, on le dit souvent, hein, s'il n'y avait plus de soleil, il n'y aurait plus de planète, il n'y aurait plus de terre, il n'y aurait plus de vie. Mais c'est plus que ça. En fait, le soleil, pour ceux qui ont fait de la thermodynamique, c'est comme un cycle de Carnot. Vous avez une source chaude sous votre casserole, la chaleur va monter sur les bords, puis redescendre au milieu, puis monter sur les bords, puis redescendre au milieu, et en haut, ça va faire des jolies bulles, ça va s'organiser, parce qu'il y a des perturbations sans cesse. Le soleil fait pareil avec la planète Terre. Tant et si bien, il balance ses rayons, hein, comme l'environnement avec les points d'interrogation, tout ça, c'est fluctuant et imprévisible. Il remue toute la matière vivante, et ça s'agglomère. Les bactéries, les eucaryotes, les cellules incluent les mitochondries à l'intérieur d'elles, et on gagne au fil du temps de la complexité.
Donc en gros, vous, moi, on est comme l'œil du cyclone. Les structures dissipatives dont je vais parler, c'est un terme un peu technique pour dire, en 1977, il y a eu un prix Nobel d'Ilya Prigogine pour ça. Pour expliquer pourquoi, quand il y a un peu de Mistral dans le sud de la France, on dit le vent souffle, on se les gèle, mais on ne dit pas il y a des tornades. Par contre, vous poussez le Mistral à balle, encore, et plus fort, vous augmentez les perturbations, tout d'un coup, il y a une structure qui émerge, qui est plus résiliente. Il y a un nouvel état d'équilibre, loin de l'état d'équilibre. La thermodynamique non linéaire, ce terme un peu pompeux, Ilya Prigogine, c'est pour dire, vous savez, vous avez étudié le vivant à l'arrêt, comme Claude Bernard. Vous avez regardé dans des fioles les changements de température. Dans la nature, c'est jamais comme ça. C'est jamais à l'état d'équilibre. Le vivant, il s'exprime et il parle loin de l'état d'équilibre. Quand ça forme des tornades, et nous, on est à cette image-là, loin de l'état d'équilibre, on a gagné en complexité. Je ne vais pas vous lire tout ça, c'est pas possible. Je sais, vous allez vous endormir. Une structure complexe en devenir, la matière, reçoit un sens que la masse brute de la physique classique et relativiste n'a pas. En gros, Ilya Prigogine, il s'est rendu compte, et ça lui a valu le prix Nobel, que quand il prenait des matières comme du lithium et d'autres résidus organiques, et qu'il les soumettait à très forte chaleur, un peu de chaleur, ça ne donnait rien, ça donnait une bouillie. Mais quand il poussait la machine loin, tout d'un coup, il voyait émerger des formes, comme ça, qui étaient très jolies et réplicantes. C'est toujours le même, des structures qui se répliquaient. Okay, et il a eu cette phrase très forte, la matière, c'est écrit en bas, j'ai souligné, la matière à l'équilibre est aveugle. Et dans les situations de non-équilibre, elle commence à voir. Le vivant, c'est ça, ça va s'exprimer et on va voir les choses loin d'état d'équilibre. En gros, là, vous êtes assis, il ne se passe pas grand-chose. Si tout d'un coup, on fait quelque chose d'extraordinaire, où je vous donne une nouvelle genre, vous avez gagné au loto, tout va changer. Tout. Okay. Et que ce qui va se passer lors d'un événement fort, puissant, qui va tout chambouler dans votre intérieur, ça doit être profondément imprévisible. Si c'est prévisible, si je vous le dis à l'avance, si vous le savez, ça va tuer le poussin dans l'œuf. Donc, Ilya Prigogine, avec ses structures dissipatives, apporte les arguments nécessaires pour faire évoluer le concept d'homéostasie, qui est une stase, un arrêt, à celui d'hormèse. Comme on l'a très bien défini tout à l'heure, l'hormèse, c'est le gain en complexité, l'amélioration, le fait d'accumuler des nouvelles capacités physiques, physiologiques, mentales aussi. Par rapport à la prise de parole, tout à l'heure, c'était un exemple, mais on connaît tous. Le fait de parler à un inconnu, le fait de s'intégrer socialement, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles pour nous, okay, qui relèvent vraiment du challenge. Loin de leur équilibre, loin du confort, le vivant progresse. Et donc, cette citation elle m'a été donnée par Thomas Cousteau. Les préjugés sont nos voleurs, phrase de Victor Hugo donc. Mais c'est ça, parce que là, il y a un énorme préjugé, il y en a plusieurs même, Pasteur là. Il est en train d'écrire tous les préjugés qui ont formaté notre pensée vis-à-vis, encore une fois, de la vie, de la mort, de la santé, de la maladie, de fuir la douleur, fuir l'inconfort, alors que tout ça est constitutif de la nature et de qui nous sommes. Donc ils nous volent notre transformation, parce que dans une stase, un arrêt, on bloque les choses, on cristallise notre identité, on cristallise tout en nous, on s'empêche de changer. Pourtant, on change tout le temps. Donc les préjugés, c'est les voleurs de notre transformation. Et pour révolutionner la santé, il va falloir rendre autonome et responsable. Comprendre l'holisme pour expliquer l'individualisme, pour permettre une individualité dans la prise en charge, la prise en soin, l'évolution aussi personnelle d'un individu qui doit comprendre aussi que les outils qui ont marché chez son voisin ne marcheront pas pour lui. Et demander quelque chose qui est justement très fécond comme question à une personne qui fait une démarche, c'est « Êtes-vous la source du changement ?» Je fais beaucoup de critiques par rapport à la médecine. Moi, je viens d'une famille de médecins, des deux côtés, papa et maman. Donc, j'ai vu des vies sauvées, et j'ai vu aussi la vie de mon père que j'ai perdu d'une leucémie s'effondrer par la prise en charge. Donc, je suis très critique, et
d'un autre côté, Jean-Baptiste, qui va venir tout à l'heure, qui est médecin urgentiste, il est professeur au centre de l'Hormèse. Lui, il appelle ça la médecine de bon sens. Parce qu'il y a des synergies à trouver. Moi, je critique plutôt une vision de la vie, qui est beaucoup médiée par la peur, comme on l'a vu. Et pour remédier à la peur, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'action. Le passage à l'acte, comme on disait tout à l'heure. Passage à l'acte. Donc, quand une personne fait une démarche, on peut lui demander « Êtes-vous la source du changement ?» Et là, j'ai comparé. Prenez dans le soin, il y a les médicaments et les plantes, le fait de prendre une molécule exogène à l'extérieur de vous. Il y a les médecins et les thérapeutes, la personne que vous allez voir. L'ostéopathe, le kiné, peu importe. Votre cousine qui est infirmière, peu importe. Ou sinon, il y a vous, dans les outils comportementaux. C'est vous qui faites. La génération X, c'est celle qui est née avant les années 80, on va dire, des années 50 à 80, déresponsabilisation totale vis-à-vis des médicaments et des plantes, l'IA fera beaucoup mieux. C'est-à-dire, vous donnez vos analyses sanguines à ChatGPT, elle va vous dire ce que vous avez. Elle va vous dire je ne veux pas prendre de médicaments. Bon, tiens, huile essentielle et phytothérapie. OK. Complètement déresponsabilisé. Pour moi, on rate encore le coche. Pas ça qui est beau dans la vie. C'est la responsabilité, c'est la prise de risque, c'est la liberté. Sinon, oui, l'intelligence artificielle fera mieux. Ça, c'est sûr. Si par contre, on va voir son médecin et son thérapeute, ça c'est très génération Y, dont je fais partie, c'est-à-dire, j'ai mon ostéo, j'ai mon kiné, j'ai mon médecin généraliste, j'ai mon truc, j'ai mon naturopathe, je vais voir quelqu'un. Ok. Là, c'est généralement une méthode. Par exemple, l'ostéopathie, c'est une méthode, la naturopathie, c'est une méthode. Un coach qui va vous faire le régime cétogène, et puis le régime truc, et puis le régime truc. C'est toujours des méthodes et des dogmes, dogmes. Bon, là, le concurrent fera mieux. Un meilleur thérapeute fera mieux, il vous accompagnera mieux, etc. Moi, ce que je préfère enseigner, c'est ça, les outils comportementaux. Replacer la personne au centre. C'est-à-dire, on lui apprend par la pédagogie. Pourquoi ? Ce que l'on sait du corps humain. Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Pourquoi elle a un dérèglement ? Pourquoi ? On essaie de lui donner un maximum d'informations. Pour la responsabiliser. C'est-à-dire, c'est aussi entre tes mains. Maintenant que tu as compris, c'est entre tes mains d'agir. Pour la rendre autonome, libre. Et il n'y a personne qui fera mieux. C'est-à-dire, si là, on se fait une technique de respiration ensemble, là, vous allez ressentir des choses. Vous allez vous sentir d'une certaine manière. Et personne ne pourra venir derrière vous dire en disant que c'est faux. Non, c'est pas vrai, tu n'as pas senti ça. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Bien sûr, j'ai senti ça. C'est moi qui l'ai senti. Bon. C'est ça, remettre au centre la personne, l'humain. Et ça, pour moi, c'est irremplaçable. C'est-à-dire, aucune intelligence artificielle peut le faire à notre place. Et donc, le Pierre Marchesseau, dont j'ai parlé tout à l'heure, père fondateur de la naturopathie moderne en Occident, avait déterminé les 10 techniques naturopathiques avec son triangle d'or qui est la nutrition, le psychologique et le mouvement. Ça, c'est génial, mais il faut l'actualiser. C'est vieux, ça date du siècle dernier. Il faut vraiment remettre au goût du jour, faire une veille technique sur les dernières recherches, une compréhension du vivant, parce que tout ce que je viens de vous dire sur l'auto-organisation, l'autopoïèse, les structures dissipatives, lui, il ne connaissait pas. Il avait l'homéostasie de Claude Bernard, l'hormèse, il ne connaissait pas. Ils en avaient la sensation. Mais il y a des choses à comprendre maintenant. Et donc, notre héritage, c'est la pneumologie, donc c'est le vieux mot pour dire respiration. Kinésiologie, vieux mot pour dire le mouvement. Bromatologie, la nutrition. Psychologie, tout ça, on peut l'actualiser. La pneumologie, il y a le yoga, le pranayama, il y a plein de choses qui sont venues d'autres pays, qui n'étaient pas à l'époque de Pierre-Valentin Marchesseau. Le renforcement, le travail d'apnéiste. Le mouvement, il y a la préparation physique générale, le crossfit, l'hormèse. Il y a plein de choses qui sont venues chambouler notre compréhension de comment un corps et les qualités athlétiques doivent être entraînés, ce qu'on enseigne aussi au centre de l'hormèse. La nutrition, il y a des cycles circadiens, mais ça aussi, les anciens, ils en avaient une intuition. Mais on sait maintenant que notre biologie interne est fortement indexée sur le soleil, l'alternance jour-nuit, et que ça aussi, ça joue énormément sur notre système endocrinien, système nerveux, etc., et système digestif. La physique quantique, qui met encore du temps à percer dans la compréhension du vivant, parce qu'elle vient de la physique. Il y a toujours un délai très long.
Mais ce qu'on comprend maintenant au niveau atomique peut nous aider à mieux comprendre la nutrition, etc. L'épigénétique, c'est revenir à cet environnement qui participe à l'expression de nos gènes, alors que dans les années 80, c'était tout est génétique. Si je décompose votre génome maintenant, au moment de votre naissance, je peux dire quelle taille vous allez faire. Non, parce qu'on a bien vu que 2 jumeaux, même code génétique, pouvaient donner des personnes très différentes si elles ne vivaient pas au même endroit, loin, dans un autre environnement, etc. Et en psychologie, pareil. On a le principe d'énergie de Carl Friston, l'énaction de Varela, rien que l'effet placebo, qui est énorme, qui est très peu pris en compte. Très peu. Le travail de Benedetti est énorme en Italie sur la compréhension de l'effet placebo. Donc tout ça, c'est génial, l'héritage de la naturopathie, etc. Mais là où les écoles de naturopathie se bloquent dans des dogmes ou répètent des trucs qui ont maintenant 80 ans, je propose une actualisation par la rigueur et le travail. Très clairement, les élèves qui sont là, avec les t-shirts bleus, ils savent à quel point c'est du taf de suivre le cursus du centre de l'Hormèse. Vraiment. Mais la clé derrière, c'est on n'est plus du tout dans la pièce sombre avec le rideau à l'intérieur. On a mis de la lumière partout. Bon, la nutrition, je vais passer vite parce que tout le monde s'en fout. Bien manger, c'est éviter les toxines, etc. Non, je rigole. C'est évidemment important. La nutrition, c'est un pilier de notre santé, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses. Et attention, comme je vais le faire maintenant, à ne jamais confondre les outils et le chemin. Dans la nutrition, c'est encore pire. On tombe dans le dogme, on se dit, moi je fais régime carnivore, etc. Et on a l'impression que c'est ce qui va nous porter. Ça ne vous porte pas du tout. Tous les outils comportementaux, de la respiration à la méditation en passant par la nutrition et le sport, c'est mettre la voiture au garage et prendre soin de la voiture. Okay, c'est juste ça. Donc ça va permettre après de mieux rouler, que la voiture roule mieux, etc. Mais vous n'avez toujours pas fait le chemin. Le vrai chemin, c'est tous les jours. Quand vous sortez du lit, que vous parlez à votre femme, à votre mari, à vos enfants, quand vous incarnez tous les jours, que vous avez la discussion difficile avec votre patron, qu'il faut quitter votre emploi, qu'il faut nourrir les enfants. C'est ça le chemin. C'est ça. Ne confondez pas la destination et les outils. Ça, c'est juste les outils. Parce que ceux qui vous vendent les outils, généralement, vous dites que les pranayama et puis la respiration, ça va vous attirer femme et enfants et vous donner le bonheur. Non. Ça vous enlève rien du tout. Ça vous apporte rien du tout. Ça prend soin du véhicule. C'est tout. Ça, c'est important pour moi de le dire parce que c'est vraiment, on commence à parler d'éthique. Donc, on pourrait dire que les outils ne sont pas le chemin, que le chemin doit être difficile, ça vous l'avez bien compris, hasardeux, vous l'avez bien compris, autopoïèse, tout ce que j'ai dit par le précédent. Et le chemin ne peut être compris avant de l'arpenter. Enfin, on va parler d'intégrité, puisque j'ai commencé à l'aborder. Là, vous avez Huberman qui est sur un plateau télé, où le présentateur, là, alors que Huberman, c'est justement professeur de Stanford en neurologie qui est très, apte à parler de la santé à 360 degrés, à recevoir plein d'invités dans différents domaines, de la nutrition, quelque chose. Vraiment, on sent qu'il y a une véritable curiosité à étudier le vivant et la santé. Il a fait beaucoup de contenu sur les dommages de l'alcool. Beaucoup. En disant, vous savez, en essayant de briser des dogmes, ils disent un verre de vin par jour, c'est bon parce qu'il y a des tanins, etc. C'est des foutoirs. Zéro alcool. Lui, c'est vraiment zéro alcool. C'est mauvais pour le foie, mauvais pour votre santé, point barre. C'est poison. Okay. Et donc, il est invité sur un talk show énorme aux États-Unis, et le présentateur dit, je crois qu'il est en train de boire en fait, durant l'émission. Il dit, ah, moi je bois mon petit verre de vin, et vous, Huberman, vous ne buvez pas, ha ha ha. Il essaie de faire une blague. Tout le monde rigole sur le plateau, et Huberman, stoïque, rien. Il dit, non, moi je rigole pas avec l'alcool. Donc, il leur met tous un bouchon, clairement, comme dirait mon slim, un pied-bouche, au moment du prime time, quoi. C'est-à-dire, c'est devant les caméras, etc. Je joue pas le jeu. Non, moi j'ai une intégrité. Et ça, je trouve ça beau. Et je trouve que c'est ce qui manque de nos jours. Ça demande du courage. Et quand je demande du courage, quand je demande d'avoir une éthique, il y a un amalgame qu'il ne faut pas faire. Cet amalgame, c'est celui-là, c'est de confondre le droit de se tromper avec le devoir de ne pas tromper. Quand je commence à parler d'éthique, je sens parfois des gens qui... Comme si je les jugeais, qu'ils n'ont pas le droit de se tromper. Mais bien sûr, moi je me trompe tout le temps. Tout le temps. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire les choses parfaitement.
On peut parler d'éthique sans avoir une forme de pression d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'éthique, c'est le devoir de ne pas tromper. Mais on a presque le devoir de se tromper, parce que si on ne se trompe pas, on n'est toujours pas l'organisme face à un environnement imprévu et imprévisible. Okay. Donc c'est clair que j'ai parfois l'impression que je mets de la pression sur les élèves, j'espère pas, vous me direz, par rapport à ce thème d'éthique. Mais c'est selon moi ce qui va nous différencier de toutes les autres démarches qui ont un rapport avec la santé. Donc, on pourrait résumer comme ça, où on a notre petit, je sais pas, Miguel, on l'appelle comment? Miguel, allez, aujourd'hui c'est Miguel. L'individu, le client, le patient, vous, moi, on est là. Un peu perdu dans la vie, où il y a plein de choses à plein de directions. De l'autre côté, il y a tous les outils comportementaux que j'ai décrits. Respiration, méditation, mouvement, nutrition, tout ce qui implique la responsabilité de la personne qui agit. Pour moi, ça c'est central. Mais on est toujours au niveau zéro, hein. On n'est pas parti, on n'est pas monté encore. Comment on va monter? Via la voie transformatrice, vers un objectif, le chemin va être bordé par les valeurs et l'éthique, pour nous maintenir sur les rails, pas faire les choses où on va tromper justement, et soi-même ou autrui, vers un objectif qui pour nous est positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de le délimiter parce qu'on est toujours adapté à une trajectoire. Et si cette trajectoire elle est bordée par vos valeurs et votre éthique, en utilisant des outils qui vous responsabilisent, beaucoup moins de chances de se tromper. Voilà les amis, ça va être ça. La promesse du centre de l'Hormèse, c'est de redéfinir certains termes très importants, tandis que l'élu de mon cœur vient d'arriver, elle se cache derrière les photos, voilà. T'arrives sur la fin, c'est bien. Où on aura donc une vue globale du vivant, où on passera son temps à remettre en cause certains termes très importants comme santé, maladie, holisme, réductionnisme, comme on l'a vu aujourd'hui. Où on accompagnera dans tous les projets, l'entrepreneuriat, projets personnels, projets professionnels, et on essaiera d'avoir toujours, même si on a 15 logos là, un fil rouge éthique qui nous suit partout. Donc les nouveaux cours en 2025, je suis très content d'avoir entre autres David Nicolas qui a rejoint les professeurs, l'équipe pédagogique qui est là. Donc ça c'est l'équipe pédagogique un peu fondatrice, entre guillemets, et David qui nous rejoint, ainsi que Jean-Baptiste, médecin urgentiste, qui arrive pour sa conférence à 14h tout à l'heure. Donc j'espère que vous serez tous là, parce que ça va être une super conférence de quelqu'un qui côtoie la mort tous les jours, un urgentiste, qui n'est pas un vieux dans son cabinet, qui n'est pas du tout au contact du terrain et qui est déjà en fin de carrière et qui ose dire les choses. C'est beaucoup plus difficile d'oser une nouvelle vision, par exemple de la médecine, mais ça pourrait être n'importe quel domaine. Quand on est en fin de carrière, lui, il débute tout juste et il propose déjà une voie avec du bon sens, de la prévention, du renforcement, etc., pour révolutionner véritablement la santé dont il fait partie. Donc, je suis très content d'avoir JB avec nous. La transmission se passe comme les élèves pourront vous en partager avec vous si vous êtes intéressé pour rejoindre le centre de l'Hormèse, à la fois en ligne et en visioconférence chaque semaine pour le mentorat. Je suis très content de ce chiffre-là, qu'il va falloir que je mette à jour parce qu'à mon avis, on l'a dépassé, de 58% de complétion. Vous savez qu'en France, c'est très important, en France, comme partout ailleurs, puisque les formations en ligne se sont démocratisées énormément après le Covid, d'avoir un taux de personnes qui terminent la formation élevé. Eh bien, en France, on est entre 13 et 20%. C'est-à-dire 1 à 2 personnes sur 10, ridicule, qui commencent une formation, même longue, hein, même qui coûte beaucoup d'argent, et qui ne terminent pas. Nous, on est presque à 6 sur 10, et à mon avis, on a dépassé en comptant puisque ça, c'était la période 2022-2024. Donc, je suis très content sur ça, de ça. Et je pense que c'est pas écrit là, mais c'est le mentorat, chaque semaine, qui tient les élèves. Donc, le cursus, actuellement, il est en 3 grades, comme des partiels, tous les 6 mois, des examens que l'on passe, à l'oral avec moi. On a les zones communautaires et on a accès à vie. C'est une des particularités du centre de l'Hormèse, mais il me semble que c'est à l'heure du numérique
plus que nécessaire de se dire, vous rentrez dans un centre de formation, tous les ajouts futurs, vous y aurez accès sans coût supplémentaire. Vous aurez accès à vie. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit et un truc beau de dire, une fois qu'on est élève du centre de l'Hormèse, on l'est pour toute la vie. Non, véritablement, vous avez accès à la plateforme jusqu'à ce que le centre de l'Hormèse disparaisse. Et j'espère qu'il disparaîtra le plus tard possible. Donc oui, c'est le mentorat j'espère que les élèves témoigneront qu'on passe des super moments chaque semaine en visio pour échanger à la fois sur les questions de cours et sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je lance mon activité, je lance mon entreprise. Comment je fais? Très concrètement, l'entrepreneuriat. Et parmi tous les débouchés possibles, évidemment, d'indépendant à faire du contenu en ligne, de devenir formateur, comme finalement je le suis actuellement, celui que je préfère quand même, c'est celui-ci. C'est la création d'un écosystème global, où vous prenez la parole publiquement, en faisant des conférences, en faisant des podcasts, en ayant une chaîne YouTube, mais aussi vous éditez des livres, vous êtes auteur, vous développez des produits physiques. Vous ne vous limitez pas. Voilà. C'est vraiment une aventure qu'on propose avec le Centre de l'Hormèse, avec tout un tas d'outils à disposition et un accompagnement global. Donc, on a des témoignages des gens qui sont là, par exemple. On a formé de tout, très concrètement. Vraiment, on a formé du coach sportif à l'entrepreneur, en passant par la personne en reconversion, vraiment tout type de profil. Et on ouvre en janvier 20 nouveaux élèves. 20 places pour nous rejoindre dans cette promotion de Marc Aurèle au mois de janvier. Donc la rentrée officielle, c'est le 4 janvier. Tu dois filer, Will? Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci. Et bonne chance, hein? Tu le défonces, hein? Bon. Voilà, sans trop de prétention, vraiment c'est changer de vie. Changer sa vision des choses, c'est changer de vie, je le crois vraiment. Et je ne mettrais pas ce terme-là si on n'était pas souvent venu me dire tu sais, ton truc là, le centre de l'Hormèse, c'est pas un centre de formation, c'est une école de la vie. Ce genre de retour-là, c'est véritablement ce qui me nourrit et qui me motive au quotidien. Donc, j'ai osé mettre ça. Voilà, rejoindre un groupe unique à partir du dimanche 4 janvier dans notre accompagnement, qui dure généralement 18 semaines. Mais il y en a qui ont mis 3 ans. Hein. 18 semaines. Pour les plus rapides. L'intelligence artificielle peut beaucoup de choses. Non, mais voilà. Généralement, c'est 1 an et demi. Il y en a qui mettent plus longtemps. Il y a eu des gens qui ont mis moins longtemps. Mais il n'y a pas de pression. C'est pas à l'école. Il n'y a pas de notes. C'est des évaluations orales. Voilà. Merci pour votre écoute, chers amis. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des retours, quelque chose à dire? Merci. Ah, merci mon Jalil. Merci beaucoup. Merci. Oui, une question. Ah, quand même. Tu parlais tout à l'heure des nouvelles matières Oui. dans tes cursus, et donc il y avait la nutrition dedans. Et tu mettais prise et perte de poids. C'est à partir de quel grade on parle vraiment de perte et de prise de poids? La nutrition, comme beaucoup de choses de la nutrition, qui sont spécifiques, comme l'étude des différents régimes, cétogène, carnivore, FODMAP, tout ça, je les place plutôt à la fin du cursus. Parce que c'est important que ces dogmes, ces cadres assez rigides, arrivent tardivement. Donc, même si la prise et la perte de poids, c'est beaucoup d'études des adipocytes, hein, j'ai basé surtout ce cours sur l'étude des cellules graisseuses, en fait, sur comment, selon l'ethnie, c'est différent. Voilà, bref, ça rentrait dans trop de détails. Même s'il y a de la partie physio, qui nous concerne tous, c'est important que vous ayez étudié le système endocrinien, le système nerveux, le système circulatoire avant. Donc, c'est pas encore délimité, mais je pense que c'est au moins grade 2, voire grade 3. Voilà. Merci. Je t'en prie. Autre question? Non? Oui, mon William. Et du coup, pour les personnes qui ont déjà fini leur cursus, est-ce qu'ils ont accès justement à ces formations d'entrepreneuriat, par exemple? Oui. À la fin, Oui. les personnes qui ont déjà compris. Il faut que je te rajoute à la main dans la promotion à Marc Aurèle. Ok. Donc voilà. Donc tu verras ta progression à 0%. Ok. Donc t'inquiète pas, c'est autre chose. mais bien sûr, bien entendu.
Tu m'envoies un mail, tu me dis, je ferai. Merci. Merci à toi. Good. Je vous remercie encore pour votre écoute. Merci.